Final go. 25 seconds. Status check. Go Atlas. Go Centaur. Go Mars 2020. 8, 7, 6, 5, Five. 4. Engine ignition. 2, 1, 0. Release. And liftoff. As the countdown to Mars continues, the perseverance of humanity launching the next generation of robotic explorers to the Red Planet. C'était le 30 juillet dernier, And à Atlas EU has gone 13h50 to heure closed control. française, une fusée Atlas V 541 de la United Launch Alliance décolle de Cap Canaveral. À bord se trouve Coming le up on rover 30 seconds of Perseverance flight, de the la RD-180 mission is Mars throttling down on 2020 expected de la NASA. mission response looks good. Pesant près de 1025 kg, il est le cinquième And Mach rover de 1 la Atlas NASA 5 à is now partir supersonic. étudier la planète rouge. La France participe à la mission Mars 2020 en participant à l'élaboration de l'un des instruments scientifiques. And passing 45 On fait le seconds point in the avec flight, Sylvestre vehicles Maurice, now passing chercheur through et max Q, astrophysicien à maximum l'Institut dynamic de pressure. recherche en astrophysique et planétologie à Toulouse. Bonjour les enfants d'Astrojeunes, donc bienvenue ici à la Cité de l'Espace devant le rover Persévérance et je suis accompagné de Sylvestre Maurice qui est planétologue à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie de Toulouse. Alors, justement, on va présenter ensemble Persévérance. Alors, on va d'abord comparer avec Curiosity. Alors justement, quels sont un peu ces points communs avec Curiosity? Vous venez de voir de Curiosity avec David, alors on va maintenant comparer avec Persévérance. Alors, très honnêtement, je ne sais pas si c'est le grand frère ou le petit frère, je ne sais pas trouver la filiation, mais c'est le même. Pourquoi c'est le même? Parce que ce qui est important, c'est pas l'objet technique, c'est la fonctionnalité. Et donc tout ce qui marchait sur Curiosity, on l'a repris. Les roues, ça marchait bon, c'est vrai qu'on a crevé les roues, alors on les a fait un peu plus solides, mais l'esprit avec 6 roues, 4 roues directrices, 6 roues motrices, des boîtes de vitesse, tout ça, on a repris, il n'y a pas de raison. Les communications, 3 systèmes d'antennes, on les a pris, même chose, ça marchait. Le réacteur, on est sur un véhicule avec une pile à base de plutonium. Donc le plutonium, c'est une pierre chaude qui, on transforme la chaleur finalement, qui se décompose relativement lentement. C'est radioactif, hein, c'est clair. Et on va transformer ça en électricité. Et ça, on l'a gardé. On a gardé l'esprit du mât, on a gardé l'esprit du bras, on a gardé les ordinateurs de bord sont les mêmes, ce qui est un peu étonnant parce que 15 ans après c'est difficile de retrouver les mêmes. Et donc c'est le même. Et pourtant c'est pas le même parce que ce qu'on a changé c'est évidemment l'intention scientifique. Sur Curiosity on était sur l'habitabilité, on avait une charge utile avec 10 instruments qui allaient vers l'habitabilité et qui avaient un forage qu'on pouvait faire. Là, on a changé l'intention scientifique, on va vers la recherche de traces de vie, et en conséquence, c'est le même rover, mais la charge utile est complètement différente. Il n'y a plus 10 instruments, il y en a 7, il y a un système très complexe de manipulation d'échantillons, il y a un drone, donc c'est un peu le même et c'est un peu pas le même. Ok, alors justement, si c'est le même, alors on a bénéficié un peu de l'expérience de Curiosity, qui lui vit toujours, fonctionne toujours, et fonctionne juste très bien en dehors des roues qui sont un petit peu capricieuses aujourd'hui, mais sinon il continue de bien fonctionner. Alors on va utiliser donc à partir de février 2021, on va utiliser les 2 rovers en même temps. Alors pour toi, comment ça va se passer? Alors effectivement, la première chose c'est qu'on a dit on capitalise sur le retour d'expérience, donc on a changé les roues. Mais Curiosity fonctionne très bien, ça fait 8 ans. On vient de faire cette nuit d'ailleurs le 27e forage et donc ça c'est une très belle nouvelle. On a du côté de l'instrument franco-américain qui est à la tête du rover, on en a dépassé les 800 000 tirs laser, donc ça fonctionne très bien, il y a plein de sciences. Et de fait, Curiosity a démontré l'habitabilité dans le passé de Mars. Donc ça c'est fait. Ces genres de rovers, c'est un peu le bras armé d'une bande, d'un groupe de 350-400 scientifiques qui sont derrière, qui l'opèrent. Alors on ne l'opère pas au joystick, hein, on l'opère à la feuille de commande, il s'arrête, il fait un 380 avec ses imageurs et Navcam, et puis on dit, moi demain je veux aller là, moi je veux forer, moi je veux tirer au laser. Les gars de la batterie disent, moi attendez, la batterie est un peu vide, il faut attendre. Les gars de la mobilité disent, c'est bon, ça roule pas, c'est des communications. Donc voilà, il faut 60-70 personnes
pour faire tourner Curiosity en ce moment. Et il y a des gens à Toulouse, une semaine sur deux, qui pilotent ChemCam, l'instrument à la tête, et ça continue. Mais quand vient Supercam, on repart. Alors ça ne sera pas 60, ça sera beaucoup plus nombreux au début, parce que le véhicule est clairement le véhicule le plus compliqué jamais réalisé par la NASA, et c'est un laboratoire de la NASA qui s'appelle le JPL, Jet Propulsion Laboratory, à Pasadena, qui l'a fait. Et on va le piloter, encore une fois, à la ligne de commande, en disant demain, pendant 2 minutes, tu fais ça, pendant 3 minutes, tu fais ça, 4 minutes, tu envoies les données, 5 minutes, tu fais ça, etc. Classique. Il va falloir du monde. Et il va falloir pour les instruments, les équipes instrumentales aussi. Donc les gens qu'on avait sur ChemCam qui ont refait l'instrument qui maintenant s'appelle Supercam, ben, il va falloir qu'on pilote. Alors on va faire une semaine sur deux, une semaine ChemCam, une semaine Supercam, ça va être chaud. Hein. Alors justement, sachant que voilà, envoyer un message sur Mars, ça se fait pas en un claquement de doigts comme ça. Il y a le temps pour que le message traverse la distance relative entre les deux planètes, sachant que cette distance elle-même va varier. On est entre 3 minutes, mais ça peut prendre jusqu'à 22 minutes, je crois, pour aller jusqu'à Mars. Alors du coup, quand on pilote Perseverance, Curiosity ou simplement ChemCam ou Supercam, à quelle heure on vit? Alors, là, ce qui est très intéressant dans ce qu'il vient de dire, c'est toujours ces communications. Les communications, c'est des ondes radio. On a pour ça des systèmes d'antennes qu'on voit. Et la radio, c'est super rapide, mais l'espace est grand. Et donc, à 300 000 km par seconde, eh bien, ça prend du temps, effectivement. Ça peut prendre 3 minutes. Un aller, alors aller-retour, ça fait 6 minutes. Ou bien la distance à Mars, 20 minutes, aller-retour, ça ferait 40 minutes. De toute façon, on ne les pilote pas en direct. Hein. À chaque fois, on dit, voilà, demain tu feras ça. Donc nous, c'est un aller-retour, disons, de 24 heures. Alors, pour ça, il faut l'utiliser au mieux. La meilleure utilisation qu'on puisse faire, c'est que le robot fait son plan de travail pendant toute la journée. Il préfère travailler de jour parce que les caméras c'est mieux, parce qu'il fait plus chaud pour bouger le coude et les poignets, on préfère le jour. Et la nuit, il va se reposer un petit peu, il recharge la batterie sur la pile derrière, il fait du monitoring de météo par exemple, qui est intéressant, ou bien de temps en temps il fait une mesure avec son bras, il fait une mesure au sol, où il faut beaucoup de temps d'intégration. Mais dans tous les cas, on travaille beaucoup le jour. Donc l'idéal, c'est le robot travaille le jour sur Mars et pendant la nuit, c'est nous qui travaillons sur Terre, de façon à ce qu'au petit matin, on lui envoie son plan pour la journée. Ça, c'est l'idéal. Ça veut dire que sur Terre, on travaille en heure martienne. Pas choquant, pourquoi pas? Alors on a 2 montres, je ne les ai pas, mais une montre terrestre et une montre martienne, parce que la montre martienne, elle a un petit problème, c'est qu'elle ne tourne pas en 24 heures, la planète tourne un petit peu plus lentement, en 24 heures et 37 minutes, et donc on se décale tous les jours, en disant d'une quarantaine de minutes. Donc quand on est en heure martienne, le premier jour je commence à 8h du matin, le deuxième jour je commence à 8h40 du matin sur Terre, et après je vais commencer à force de décaler, on va finir à 2h, 3h du matin, et voilà. Et donc, pour un début de journée. Donc les heures martiennes, on le fait, mais pas longtemps. On l'a fait au début de la vie de Curiosity, et on va le faire au début de la vie de Perseverance. Au bout d'un moment, on devient fou, parce qu'on ne peut pas comme ça se décaler dans la vie, quoi. C'est trop compliqué, et donc on se recale en heure terrestre. Alors comme on n'est pas le poids lourd et que reste au JPL en Californie, on est en heure de Los Angeles. Alors ils veulent bien commencer tôt pour nous, mais quand même, il y a une limite. Ce qui fait que nous, on va commencer typiquement nos opérations ici en France, par exemple à 5h de l'après-midi jusqu'à 2h du matin. Alors, ça paraît pas grand-chose, faites ça une semaine sur deux depuis 8 ans, ça commence à peser un petit peu, il faut être honnête. Et là, on fera pareil pour Persévérance quand on sera en heure terrestre. Donc, heure martienne, c'est génial, on est optimum, dans le sens où il fait son boulot, dès qu'il s'arrête, c'est nous qui bossons, comme ça on alterne. Heure martienne, mais ça veut dire qu'on n'est plus forcément en phase. Donc, de temps en temps, on va sauter un jour. Parce que nous, on commencera à travailler les données, lui, ça sera le jour. Et donc, il aura fait le plan de la veille. Donc, c'est toute une organisation un petit peu complexe, un peu moins efficace, mais pour les hommes, c'est plus reposant quand même. Effectivement, alors toujours dans cette histoire de décalage, il y a une séquence qui va être très très dure à vivre, c'est le 18 février 2021, c'est quand Perseverance va se poser sur Mars. Là, on pourra rien faire en direct, et on aura juste un peu de silence en attendant de confirmation de pouvoir poser. Alors, il y a 7 minutes de terreur. Qu'est-ce que c'est que ces 7 minutes de terreur? Alors, il faut revenir au décollage. Le décollage qui a eu lieu le 30 juillet, j'espère que vous avez pu le voir en direct sur les réseaux. Personne n'était à Cap Canaveral, et même pas nous, parce que voilà, le monde nouveau est compliqué. On a vu une fusée qui était très grosse, beaucoup de masse, qui décollait relativement lentement, qui devait atteindre à peu près disons 1 km par seconde au bout de 2 minutes, mais très vite, ça poussait. On a même eu un réallumage des moteurs pour arriver à peu près à un peu plus de 11 km par seconde, la vitesse de libération.
Donc on lui a donné, à partir de ce moment-là, on le lâche. Et il est tout seul, il n'a plus de poussée. Il a un peu de réserve de carburant pour faire des corrections de trajectoire. On ne l'a pas mis en trajectoire de Mars, mais juste à côté, parce que derrière nous, il y a le booster, donc on ne veut pas qu'il impacte Mars. Oui. Et puis on va faire une petite correction 15 jours après, et puis encore une 15 jours après, pour aller vers Mars. Ça, c'est le voyage. Il faut comprendre que toute l'énergie qu'on lui a donnée au lancement pour quitter la Terre, il va falloir l'annuler. Il faut que ça tombe à zéro. Il faut qu'à la fin, lui, il se pose en vertical à 0 mètre par seconde, quasi, en douceur, le plus doucement possible. Dedans, nous, on a construit des trucs, ça casse. Hein. C'est fragile. Donc, on va y aller mollo. Donc, pendant 7 minutes, on va être obligé de consommer toute cette énergie, cette vitesse, d'abord par un bouclier qui va... Alors, on est en trajectoire directe, hein, contrairement, par exemple, aux Chinois, tiens, eux qui se mettent d'abord en orbite. Donc, le bouclier va rentrer et va consommer de l'énergie. Là, on va vraiment ralentir. À un certain niveau, le parachute va s'ouvrir, supersonique. Très compliqué d'ouvrir un parachute dans supersonique. Il s'extrait, là, ça ralentit, mais ça ne suffirait pas. Il n'y a pas une atmosphère suffisamment dense sur Mars. Et donc là, on a libéré la capsule, et il y a tout un truc. Et puis, on attaque les rétrofusées, c'est un système de rétrofusée. Le véhicule est au bout d'un fil. Alors tout ça, on l'a repris de Curiosity. Ça fonctionnait très bien sur Curiosity. On refait la même chose. Les ingénieurs ont dit, oh, on fait pas. Si, on refait la même chose, ça a marché. Alors, on s'est permis une modification. C'est que pendant la phase sous les rétrofusées, il y a la possibilité, grâce au radar, d'un décalage horizontal pour atterrir le plus près possible de la cible. Et donc, ces 7 minutes sont automatiques, très bien dit, dans le sens où c'est un décompte. Alors, à chaque étape, il nous dit « c'est fait ». Alors, le message prend du temps pour nous revenir, quelques minutes, donc bon, on oublie cette histoire, quand il nous le dit, c'est déjà fini. Et donc, nous, on va vivre les instants en disant « parachute ouvert, ouais, parachute rétrofusée en marche, ouais », et puis, etc. Et à un moment, il touchera le sol, et là, ils seront coupés les câbles qui le relient au Sky Crane. Et la première chose qu'il va faire, c'est, bon, on va avoir confirmation d'une touchdown, on va tous crier, et il va prendre une première photo avec les caméras qui sont ici, de façon à voir un peu où il s'est posé. Donc, encore une fois, c'est un problème de physique. La physique, c'est je tombe à zéro ma vitesse que j'ai donnée au décollage. Voilà, c'est ça Mars. Alors, ça va être très impressionnant à vivre comme moment. Alors, maintenant, on va s'intéresser un peu plus sur le rover lui-même. On va faire une petite présentation ensemble. Donc on va commencer, donc on a présenté déjà un peu les roues qui étaient différentes par rapport à celles de Curiosity. Alors on va faire un tour un peu des instruments scientifiques. Si on faisait un peu le tour des instruments scientifiques. On a un véhicule, donc on l'a dit, le véhicule c'est à peu près le même, on a changé de 3 bricoles, mais bon, c'est le JPL qui a fait ces trucs sur le retour d'expérience et les roues. La charge utile, c'est 7 instruments là où il y en avait 10. Donc il y a 4 instruments, je ne vais pas dire principaux, mais qui pilotent un peu l'affaire, 2 qui vont être sur le bras, avec des instruments qui s'appellent Sherlock et Pixel, qui sont vraiment des instruments extraordinairement détaillés, hein, à quelques dizaines de microns d'études de la composition chimique et de la minéralogie et des choses comme les organismes pour Sherlock, donc ça c'est assez bluffant. Donc 2 instruments au bout du bras, 2 instruments sur le mât, on a Supercam, l'instrument franco-américain, on a un petit faible pour lui parce qu'on y a passé du temps, avec ses lasers qui permettent de faire encore une fois de la chimie et de la minéralogie. C'est le plus lourd, il se trouve, mais c'est un des 4. Alors, il y a une partie ici, puis il y a une partie à l'intérieur du rover. Et puis, il y a ici les Mastcam, qui sont un peu les semblables aux Mastcam qu'on a sur Curiosity. Simplement, il y a 2 champs sur Curiosity. Là, on va faire un zoom entre les deux. Voilà. Alors, les Mastcam, ce sont vraiment des caméras panoramiques, c'est ça? Alors, ou plus précisément, ou c'est un peu plus précis? Panorama grand champ, voilà, avec une bonne résolution pourtant. C'est les images qu'on voit très belles, comme ce fond, par exemple, ce fond d'écran, ce fond de scène qu'on voit, pardon, et qui est très beau. Donc, on a ces 4 instruments. En plus de ça, on va avoir à l'intérieur du rover un instrument qui s'appelle MOXIE, on va y revenir juste après. Sous le rover, un instrument qui s'appelle RIMFAX, qui est un radar. Et puis enfin, des capteurs un petit peu partout, à plusieurs endroits ici, mais ici aussi, des capteurs météo. Donc on a nos 7 instruments, mais c'est pas tout. Parce que finalement, pourquoi se dire on est passé de 10 à 7? C'est parce qu'il fallait réserver de la place pour quelque chose qui n'est pas vraiment un instrument, parce que les instruments ont tendance à être faits par des équipes scientifiques. Là, ça a été fait directement par la NASA, ce qu'on appelle aux États-Unis une facilité. C'est tout le mécanisme d'échantillonnage. Prélèvement d'échantillons,
ici, avec non pas une foreuse comme dans le cas de Curiosity, mais bien sûr une carotteuse. On va faire un bel échantillon qu'on prélève ici. Donc là, on a 50 kg, hein, c'est un bras costaud, qui revient, qui alimente ici ce carrousel, la porte s'ouvre. Le forêt lui-même rentre, il est détaché. Le carrousel à l'horizontale le met à la verticale, et en dessous, on a un petit bras, un autre bras en dessous, qui manipule les échantillons, qui les emballe dans des petits réceptacles. Et on peut en faire jusqu'à une quarantaine. Quelques-uns, on va les renvoyer vides pour des histoires de contamination. Mais bien sûr, on en fera au moins 20 pendant la mission principale des 2 ans, et peut-être plus. Et ces petits, ce qu'on appelle ce cache, ces échantillons, on va les déposer au bord du chemin. Et il y aura une autre mission vers 2026 qui partira pour récolter ces échantillons qui reviendront. Alors il faut 2 missions, une américaine, une européenne, pour avoir ces échantillons sur Terre en 2031. Donc voilà, c'est le premier segment du retour d'échantillons. Donc 7 instruments, j'avais bien compté 7, 4 et plus 3, 7 instruments, un système de prélèvement et de conditionnement des échantillons, et puis accessoirement un drone. Voilà, ça c'est un peu autre chose, c'est un défi technologique. Alors justement, on va rester dans le retour d'échantillons. Alors pourquoi est-ce que c'est si important de faire du retour d'échantillons, et pourquoi c'est si difficile de le faire sur Mars? De l'importance et de la difficulté donc du retour d'échantillons. L'importance, on va se référer à la Lune. La Lune, on a 382 kilos d'échantillons, la moitié qu'on n'a même pas regardé d'ailleurs. Ça veut dire qu'on attend que les instruments se perfectionnent. L'histoire du couple Terre-Lune, le fait que la Lune soit un morceau de la Terre, de l'âge de la Terre, etc., c'est fait grâce à la Lune. C'est tout ce qu'on peut faire en laboratoire, c'est 10, 100, j'ai l'habitude de dire 1000 fois plus précis que ce qu'on est capable de faire in situ. Donc il nous faut des échantillons, c'est le Graal du planétologue. On les a de la Lune, on en a à Yabusa, les Japonais ont fait des petits corps, ils sont en train de le faire en ce moment. On a aussi Stardust, enfin là, on a des comètes, on adore les échantillons, on les protège, c'est les trésors de l'humanité. Il nous faut des échantillons choisis de Mars, c'est-à-dire que lui il prélève ses échantillons, en même temps on dira, il a été prélevé là, donc on choisit pourquoi là et pas là, mais à côté on dira, il y a ça, il y a ça, il y a ça, on a son environnement. Ça, c'est de l'importance. De la difficulté, soyons simples, on a envoyé 47, il faudrait refaire le calcul maintenant, mission vers Mars. On n'en a jamais une seule n'est revenue. On n'a jamais posé à la surface de Mars la moindre fusée qui soit capable de décoller. Toutes nos missions, c'est des allées simples. Et donc, alors, ce n'est pas un retour d'échantillons, parce qu'ils ne font pas l'aller-retour, ils viennent, ils font leur propre voyage, mais c'est une façon de dire qu'on va enfin déposer au milieu de la décennie, une fusée sur Mars. On n'est pas encore super clair comment, alors ça ressemblera plutôt à un missile, qui aura un petit rover ramasser les échantillons, qui aura assez d'énergie pour mettre les échantillons en orbite. Et puis ils feront bip bip autour de Mars, et puis là il y a un autre véhicule qui arrive de la Terre, qui capture les échantillons et nous les rapporte sur Terre. Donc c'est quelque chose de très compliqué, qui implique des technologies qu'on n'a pas, les technologies de retour, c'est-à-dire de fusées qui redécollent. Donc effectivement, ça c'est complètement dingue comme mission à venir. Alors, après les échantillons qui vont arriver, on espère, sur Terre donc d'ici une dizaine d'années finalement, eh bien, où est-ce qu'ils pourraient être analysés? Par exemple, je crois que certains échantillons rapportés par la sonde japonaise Hayabusa avaient pu être étudiés en France. Est-ce qu'on pourrait espérer la même chose pour les échantillons martiens? Alors, il faut savoir qu'en France, on a une des meilleures écoles de géochimie au sens des laboratoires extraordinaires au monde. Et ça vient beaucoup des missions lunaires, d'échantillons qu'on a eus. Avant même les missions Apollo, on a eu des échantillons Luna, des missions soviétiques qui étaient des retours d'échantillons automatiques. Donc on sait faire. On a des laboratoires à Lyon, à Paris, à Nancy, à Toulouse, d'excellence, qui sont capables de traiter, mais on ne va pas leur donner un caillou, hein. On va donner une poussière comme ça, c'est du milligramme, et Hayabusa a montré l'exemple. Je me souviens, les Japonais avec quelques milligrammes ont fait des trucs absolument extraordinaires. Genesis, retour d'échantillons de vent solaire, c'est encore moins que le milligramme, et donc un laboratoire peut prétendre, s'il a la capacité à l'étudier, à écrire une lettre, il dit je voudrais un morceau du caillou martien. Et on lui enverra, voilà, il y a quand même un système de sélection, mais c'est
des trésors qui appartiennent à tout le monde. Alors, probablement appartient à tout le monde un petit peu plus au départ aux Américains, aux Européens qui seront allés les chercher, ça c'est clair, qui doivent être stockés dans de bonnes conditions, ça c'est une difficulté, de façon à ne pas les polluer. Il n'est pas question qu'on se trompe, c'est-à-dire qu'à un moment on ouvre la boîte et puis hop, il y a tout l'air terrestre qui rentre, c'est mort. Et de façon à ce qu'eux-mêmes ne polluent pas la Terre. On sait, un virus malin, une bactérie maligne qui viendrait de Mars, il faut aussi faire attention. Donc on ne va pas les exposer dans nos laboratoires, on va les avoir dans les laboratoires, ce qu'on appelle de curation, qui sont aux États-Unis et en Europe, espérons, laboratoires où rien ne rentre et rien ne sort. Et puis une fois qu'on aura étudié tous les processus liés à la vie, peut-être qu'on aura une stratégie à les stériliser, les disséminer dans les laboratoires dans le monde, qui là feront une science, pas forcément celle de la vie, mais d'autres sciences sur l'histoire de la planète. Supercam, alors c'est un instrument particulier. Déjà nous on en est fiers parce que il est fait juste à côté d'ici. Hein. On est à Toulouse et donc c'est le grand frère ou le petit frère, pareil, de Supercam. Alors c'est son grand frère ou son petit frère d'ailleurs? Alors c'est assez intéressant. Supercam, c'est peut-être, bon j'en sais rien. Les filiations. En tout cas, il a énormément hérité. Donc ici, il hérite, il est petit frère. Ou petit-fils peut-être, ou fils d'eux. Dans le sens où on avait une première version ChemCam, Curiosity, qui fonctionne très bien, qui fait de la composition chimique et de l'imagerie. Et là, on a repris le volume, la masse, mais on a essayé d'en mettre un peu plus dedans. Alors, c'est un instrument franco-américain, entre le Los Alamos National Lab et mon collègue Roger Wins, qui le développe, et puis en France, autour de plusieurs laboratoires qui soient à Toulouse, et à Toulouse au CNES, mais aussi dans des écoles comme l'école Super-Héros, Isaïe Super-Héros, ou bien à Bordeaux, ou bien à Paris. C'est un effort français, tous ensemble, de laboratoires du CNRS, des universités, du CNES et des industries. On a énormément en France d'industries extraordinairement capables qui nous ont aidés. Il a fallu plus de 300 personnes pour faire un instrument qui est donc ChemCam, à la fois de l'imagerie et de la chimie. Et puis on a rajouté 2 fonctionnalités plutôt minéralogiques, c'est-à-dire comprendre comment les éléments sont attachés entre eux, les atomes, et comment les atomes et ces molécules forment une structure minérale. Et donc on a 2 fonctionnalités en plus qu'on appelle le Raman et l'infrarouge. Et puis on a aussi pour pas couronner le tout, mais un petit peu plus, pour aller encore plus loin, on a rajouté, on le voit ici, un micro qui sera comme celui-là, mais ça sera un micro martien, adapté et travaillé pour fonctionner sur Mars. Les premiers sons de Mars sont donc à venir. Les premiers sons seront pendant la descente quand même. La NASA a mis un petit micro là sur le côté qui va, pendant la descente, on a une descente extraordinairement instrumentée. C'est-à-dire on verra les parachutes qui s'ouvrent, on verra les rétrofusées, là ça va être spectaculaire, et on entendra tous ces sons. Et le micro probablement fonctionnera à la surface, le micro qui est directif puisqu'il est sur mât de Supercam, pourra regarder les tirs laser que l'on fait, mais aussi les roues, tout ce qui peut fonctionner, et le vent, bien sûr le vent qui souffle, on pourra en avoir la vitesse et la direction grâce à ce micro. Maintenant qu'on a Supercam, il va falloir s'assurer qu'il ne se trompe pas dans la nature des roches qui va déterminer, donc comment est-ce qu'on fait? Oui, alors on lui enseigne ce qu'il doit trouver un petit peu, donc on va imaginer qu'il se tourne et qu'il soit capable de tirer par ici. Alors d'ailleurs les caméras en profiteront pour faire des images ici de cibles qu'elles connaissent, ça c'est pour Mastcam, il y en a qu'on ne voit pas mais qui sont ici aussi pour Mastcam. Et Supercam, les cibles de calibration, on parle aussi d'étalonnage, nous permettent de tirer nos lasers sur ces roches que l'on connaît très bien, ou ces poudres, ou des verres qu'on a pu construire, il y a même un diamant. Et puis on les analyse et on compare par rapport à ce qu'on a au laboratoire. On suit ainsi le fonctionnement de l'instrument, son évolution avec le temps. Alors parmi ces pierres, parmi ces échantillons qui vont servir à la calibration, il y a une pierre particulière qui a fait un petit voyage. Ah oui, on a voulu mettre une pierre de Mars. Alors je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'avait pas de morceaux de Mars, mais si on en a quelques-uns, c'est les météorites martiennes, mais qui sont arrivées par nous, on ne sait pas dans quelles conditions, on ne sait pas à quelle époque, de quelle profondeur, voilà, on ne les a pas choisis. C'est déjà bien, ça nous donne quelques informations de Mars, et il y a une de ces météorites martiennes, trouvée sur Terre, identifiée comme venant de Mars, lui a un impact sur Mars, a été achetée par la Cité de l'Espace, là où on est, et qui nous accueille ici avec cette très belle maquette, la maquette du CNES. Eh bien, on a cette pierre, la Cité de l'Espace l'a confiée à Thomas Pesquet lorsqu'il partait dans sa mission Proxima, et elle a voyagé dans la station.
il est revenu avec, on l'a découpé cette petite pierre, un petit morceau, Thomas l'a toujours, j'espère qu'il l'emmènera un jour sur la Lune, et c'est tout le bien qu'on souhaite à ce petit caillou. L'autre morceau, il est ici à la Cité de l'Espace et on peut le voir. Et le dernier morceau repart sur les cibles pour étalonner l'instrument, puisqu'on connaît sa composition. On va en infrarouge regarder sa signature. Et c'est donc un caillou qui est parti de Mars, qui a traversé l'atmosphère de Mars, qui est rentré sur Terre, qui est ressorti de la Terre pour tourner avec Thomas, qui est re-rentré de la Terre, et puis qui hier, le 30 juillet, repart, traverse l'atmosphère, est reparti, et là en ce moment il est en chemin. Sacré voyage pour un petit caillou martien, ce sera sans doute le seul à avoir fait un voyage pareil. On a quelques expériences un peu plus particulières qui préparent un petit peu plus l'avenir. Alors on a un certain instrument qui s'appelle MOXIE, alors est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Alors c'est vrai que c'est l'époque des robots, c'est le temps des machines pour explorer Mars, mais qui un jour, ou qui préfigurent ou verront, j'espère, l'avènement des premiers humains sur Mars. Et l'arrivée des hommes sur Mars, avec un grand H encore une fois, les hommes et les femmes ensemble, ça se prépare. C'est pas simple. Et pour ça, on a un nombre de technologies qu'il faut développer, des technologies pour se poser, pour redécoller. C'est un peu effrayant tout ce qu'il faut faire, donc c'est pas pour demain, ça c'est clair. Et une des technologies clés, c'est la survie de l'homme lui-même, et donc fabrication d'oxygène, puisque c'est à la base de ce qu'on respire. Avec de l'oxygène, vous le mariez un peu d'hydrogène, vous en ferez de l'eau, vous le mariez à d'autres espèces ou de l'hydrogène, vous pouvez en faire un combustible d'ailleurs pour revenir. Et donc on a décidé sur Mars 2020, Persévérance, d'avoir une fabrique d'oxygène, la première fabrique d'oxygène. On l'estime à l'échelle à peu près 1/200e, il faudrait que ce soit 200 fois plus grand pour qu'un équipage puisse vivre, donc on a encore un peu de marge à progresser, mais on va extraire du CO2 de l'atmosphère, et puis sous catalyse et sous chaleur, en extraire de l'oxygène quasi pur. Donc une expérience technologique de faisabilité. Alors ce genre d'expérience, est-ce qu'on le fait déjà un peu à bord de la Station Spatiale Internationale? Alors à bord de la station, effectivement, on a déjà des systèmes de vie qui sont les modèles de référence, en particulier autour du recyclage des liquides, de l'eau, des urines, et en boucle quasi fermée, pas complètement, puisque de temps en temps on réintroduit quand même un peu d'eau fraîche, mais ça fonctionne. C'est des choses qu'on sait faire. Là, on ne pourra pas amener l'oxygène, donc on ne parle pas simplement de recycler. De toute façon, l'oxygène, le corps produirait du CO2, il faudrait le recraquer. Eh bien, c'est ça dont on parle, effectivement. Donc, et enfin, cerise sur le gâteau, qui est parti avec Curiosity. C'est une expérience qu'on n'a encore jamais fait. C'est un drone. Il s'appelle Ingenuity. Tu peux nous en toucher 2 mots? Alors, Ingenuity, c'est le premier drone qu'on va avoir extraterrestre. Alors, vous voyez, c'est un hélicoptère à pales contrarotatives ça tourne mal. C'est terrible, Mars, c'est du CO2. Nombre de Reynolds, nombre de Prandtl, c'est-à-dire ce qui fait soit la portance, soit la viscosité, fait que ça ne doit pas voler. Donc on est obligé de surdimensionner les pales, qu'elles tournent très vite, 2500 tours par minute, c'est les battements, ça va pas être très loin d'un insecte, et donc ça vole pas bien. Pourtant il ne fait que 1,8 kg. Il est très léger, il emporte 2 caméras, une caméra qui va lui permettre de naviguer, de se repérer, et puis une caméra pour prendre des images pour le rover, puisqu'il fera un peu l'héli scout, le scout qui regarde devant. Alors d'abord il va monter à 5 mètres, il va se poser, ensuite peut-être il ira jusqu'à 10 mètres, il va aller un petit peu vers l'avant. Voilà, il est là pour repérer le chemin. Mais avant tout, c'est un défi technologique puisqu'il est autonome. Il y a cette mobilité évidemment, mais il y a aussi un panneau qui fait qu'il peut se recharger tout seul, une antenne qui communique avec une petite antenne qui est à l'arrière du rover. Voilà, c'est très spectaculaire, c'est très osé comme technologie, et je pense qu'on en entendra beaucoup parler. De temps en temps, il faut savoir faire de la science, et l'objectif de Persévérance de la NASA, c'est la science, avec une intention extraordinaire. Et nous, quand on a développé les instruments en permanence, c'était, s'il devait y avoir un choix, quel est l'impact sur la science? On ne perd pas de vue l'objectif in situ de caractérisation du sol et du retour d'échantillons. C'est fondamental. Mais de temps en temps, il faut savoir faire de la techno. La techno, que ce soit MOXIE
qui prépare l'arrivée de l'homme sur Mars, ou bien de cet hélicoptère pour apprendre, et on verra comment on ira plus loin. On a déjà dans les cartons, alors ça vole beaucoup mieux pour Titan qui est beaucoup plus loin, dans les années 30, de faire voler à la surface de Titan un drone aussi. C'est peut-être la nouvelle génération de véhicules interplanétaires. Très bien, ah bah, franchement, c'est un super concentré de technologie et de sciences qu'on a vu décoller le 30 juillet. Alors j'espère que vous l'avez vu aussi. On vous donne rendez-vous le 18 février 2021 pour l'atterrissage, les 7 minutes de terreur et enfin donc le début des opérations de Persévérance sur Mars. Merci les enfants.